Re-bienvenue, merci de votre patience avec ces aléas. Donc, je vous rappelle que les micros et les vidéos ne sont pas possibles pendant les différentes présentations, mais vous pourrez poser vos questions dans la barre de chat qui se trouve en bas de votre écran. Et vous pourrez aussi poser des questions au présentateur en indiquant le nom de la personne à qui vous voulez vous adresser. Lors de la prise de parole, on vous demandera ou bien de lever la main en utilisant les icônes pour lever la main, ou bien de mettre votre nom dans la barre de chat et on reviendra vers vous. L'idée, c'est qu'on puisse parler, que ça puisse se faire oralement, et on prendra aussi des questions écrites pour ceux qui n'ont pas la facilité d'écrire. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera ensuite disponible sur la page de l'INE, donc du réseau Interagence pour l'éducation en situation d'urgence, que je représente par le biais de la communauté de langue française dont je suis la facilitatrice. Ce webinaire est dédié au témoignage sur l'utilisation du guide Interagence Safe Back to School, qui a été lancé il y a quasiment un an, à quelques semaines près. Et vous pourrez aussi, en fonction des agences, retrouver l'enregistrement et les présentations du webinaire sur les pages des agences partenaires. Donc, ce webinaire a comme objectif de faire un retour sur l'ampleur de l'utilisation de ce guide, identifier les bonnes pratiques et les défis concernant son utilisation, et puis voir ce que l'on peut améliorer tout en réfléchissant à son impact. La plupart des documents qui sont développés en partenariat ou en association avec l'INE, ce sont des documents que l'on appelle des documents vivants, c'est-à-dire ce webinaire va nous mener vers ça. Donc, je voulais remercier les agences de plan international et particulièrement Alison Joyner pour l'organisation Aide RDC. Et puis, on a bénéficié du soutien du cluster éducation. Donc, un grand merci aux personnes qui vont participer, se joindre à nous, à Patrick Likele, à Serge Alexis, à Daouda Koulibaly, Daouda Diarra, Méline Schwarzberg et Père Paul Martin, qui, je crois, a réussi à nous rejoindre. Donc, on va passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, Alison, en train de rentrer. Donc, c'est l'agenda. Donc, le révérend Paul Martin Lucusa de l'organisation Aide, RDC Aide, pardon, je l'ai dit à l'envers, va nous partager une allocution. Donc, je lui laisse le temps de se connecter. Je viens juste de voir qu'il vient d'arriver. Ensuite, on passera la parole à Serge Alexis de Save the Children pour un aperçu de l'utilisation du guide Retour à l'école en toute sécurité ou Safe Back to School avec des statistiques. Ensuite, on passera un questionnaire Menti sur l'utilisation du guide et les commentaires des participants. Donc, vos commentaires, il faudra vous connecter à Menti et on aura vos retours instantanément de façon interactive. Puis, on passera la parole, donc on verra, on improvisera selon la communication. Si c'est le directeur, M. Keïta, du ministère de l'Éducation nationale du Mali, avec Patrick Likele de UNICEF, qui nous donneront leur témoignage sur leur expérience de la mise en œuvre du guide au Mali. Puis on repassera la parole au révérend Père Paul Martin,
sur ces réflexions sur l'année depuis la session de questions-réponses et de discussions qui sera menée par notre collègue Daouda Diarra de Plan International. Moi, je devrais sortir de la réunion quelques instants, donc j'espère pouvoir revenir pour la conclusion et les remerciements. Mais si je n'ai pas j'espère que voilà, on va et comment y répondre grâce à vos témoignages et aux discussions. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Père Paul Martin. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez déjà commencé. Je ne sais pas, je vais commencer par où? Par Par, l'intervention? par par votre allocution, s'il vous plaît, Père Paul Martin. On est ravis de vous avoir avec nous, avec apparemment une très bonne connexion stable. Donc, c'est un plaisir de vous entendre. Allez-y. Ok, merci beaucoup et bonjour à tous, comme je venais de dire. Et j'ai une mauvaise connexion. Bon, nous espérons que ça va aller. Et chers tous, mai 2020, à mai 2021, déjà une année depuis le lancement du guide de praticiens, Retour à l'école en sécurité. Ce guide de praticiens, élaboré d'après toutes les expériences des différentes crises existantes du passé, répondant à presque tous les besoins de différents secteurs de terrain et présente toutes les différentes réponses des crises existantes, ce qui montre sa qualité technique, son intégralité et ses préparations. Ce guide de praticien est un document multifonctionnel et peut nous servir à tout moment que nous serons devant n'importe quel type de crise. Pourra aussi nous être utile au moment de l'élaboration de nos différents plans de contingence, interagence ou intercluster. C'est pourquoi nous ouvrons ce webinaire qui a pour but de savoir combien de pays ont utilisé le guide praticien. Les pays qui ont utilisé ce guide praticien pourront nous dire qu'est-ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Quel est l'impact de ce guide dans son partage de bonnes pratiques et dans les faiblesses du guide lui-même. Nous souhaitons le bienvenu à tous les praticiens et à tout le monde. Voilà le petit mot que j'avais réservé pour vous. Très bien, merci, Père Paul Martin. Comme vous l'avez dit, ce document reste malheureusement d'actualité avec la pandémie qui continue. Donc, on va pouvoir passer la parole à Serge D'Alexis de Save the Children qui va nous donner un aperçu du guide du retour à l'école en toute sécurité. Et puis, vous reprendrez la parole un petit peu plus tard, Père Paul Martin, pour amorcer la discussion et la séance de questions-réponses. Donc, Serge, je te passe la parole. Merci. Merci à vous. Merci Alison. Bonjour tout le monde et encore une fois, bienvenue à ce webinaire sur le retour de l'utilisation du guide retour à l'école en toute sécurité. Comme Mélina a dit, comme Alison a dit, je m'excuse, je vais juste vous faire un aperçu sur l'utilisation du guide. Pendant l'année, je dirais les 12 mois qui viennent d'être écoulés. Alison, si tu peux avancer avec le diapo, s'il vous plaît. OK. Là, c'est en fait, le guide a été publié sur
différentes plateformes comme le GEC, le Global Education Cluster, sur le Child Protection Area of Responsibility et aussi sur, en fait, je dirais, une sorte de bibliothèque en ligne au niveau de Save the Children et aussi au niveau de l'Interagency. Ça a été aussi publié. En fait, là, vous allez voir un peu combien de gens ont consulté le guide en ligne. Et en fait, il y a toutes les différentes versions en arabe, en anglais, en français, en espagnol. Et vous allez voir que le guide a été, je dirais, consulté. En fait, ça, on a des données, on n'a pas des données jusqu'à date, mais c'est donné jusqu'à décembre 2020. Donc, on peut dire de mai 2020, du lancement du guide à décembre 2020, donc ce qui ferait un total de 7 mois. Donc, le guide a été vu à peu près 16 000 fois par des gens sur ces différentes plateformes. Et pour le suivant, là, c'est un peu comment le guide a été utilisé. Vous allez voir ça, ce sont tous les webinaires qu'on a pu répertorier avec le nombre de participants lors desquels le guide a été utilisé. Par exemple, on a les webinaires sur les lancements internes au niveau des organisations. On a des webinaires globaux comme l'UNESCO, UNICEF, World Bank qui avaient aussi fait un lancement pour le guide. Et on a l'Interagence qui a organisé pas mal de webinaires. Même pour nous autres, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on avait fait un lancement en français du guide et vous allez voir dans ça, on a eu 23 participants. Mais après, tous ces webinaires ont été enregistrés. Et après, il y a des gens qui les ont visionnés après. Donc, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas disponibles peut-être pour suivre en direct ces webinaires, comme on est en train de faire ce matin. Mais il y a pas mal de gens qui les ont visionnés après. Vous allez voir le nombre de participants qu'on a eu pour les webinaires en direct dans la colonne participants. Et après, views, ça indique le nombre de fois que l'enregistrement du webinaire a été visualisé après. Donc, quand on fait l'hypothèse que les gens qui ont participé au webinaire, ce ne sont pas ces mêmes gens qui vont peut-être revoir l'enregistrement après. Donc, on s'est dit qu'on peut faire l'addition totalement. Et ça donne un peu jusqu'à juillet 2021, on a eu 21 661 vues par rapport à personnes qui ont regardé, je dirais, soit les webinaires en direct, soit les webinaires enregistrés. Après, pour le prochain diapo, on va essayer de, quand je peux dire, collecter des feedbacks de vous. Ça, c'est sur Menti. On a quelques guides. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le guide et vous allez avoir des questions. Et une fois que vous aurez rentré la réponse à ces questions est validée et nous autres, on va pouvoir les recevoir en même temps. Donc, si on peut mettre le lien Menti dans le chat box, je fais ça, Alison, ou est-ce que tu as ça sous la main? Je pense que Daoud allait le faire. Sinon, je vais le faire. Je l'ai déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Parfait. Merci. OK, voilà. Dans le chat, il y a Daouda, j'ai vu le code, mais et pour le lien? Oui, Daouda, il manque le lien. Tu nous as envoyé le code, mais pas le lien. OK, je vais envoyer le lien tout à l'heure. Merci. Alors, voilà le lien. Voilà le lien. Donc, je demande à tous les participants d'aller sur le lien et vous allez voir cette question qui est projetée sur l'écran d'Alison auquel vous allez répondre. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que du genre pour avoir une idée, parce que du genre, on n'a pas eu de moyens pour, quand je peux dire ça, essayer de faire une sorte de tour de toutes les agences, etc., pour essayer de prendre vos feedbacks, pour
pour savoir si on devrait améliorer quelque chose, ce serait quoi, etc. Donc là, on a essayé de compiler plusieurs questions dans le diapo. Donc, la première question, c'est au cours de votre utilisation du guide, quel point faudrait-il ajouter au guide? Donc, c'est du genre en termes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on devrait, si on devrait améliorer le guide, qu'est-ce qu'on devait mettre ou pas? Et après, des conseils techniques pour la réponse aux pandémies. Donc, cliquez sur le lien et enregistrez votre réponse. Est-ce que ça fonctionne pour vous tous? Emeline, je voudrais juste savoir comment montrer les réponses, en fait. Euh, C'est dans la barre en haut. De Mentimeter? De Mentimeter, oui. Mais attends, je vais... Alors, Alison, j'ai un problème technique de mon côté. Ça m'a même en fait fait sortir de Zoom. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne peut-être des témoignages à l'oral et je fais de mon mieux pour vous partager les résultats. Je suis désolée, c'est ma connexion qui est trop. Oui, je propose qu'on fasse le Mentimeter comme ça et on essaye de montrer les résultats à la fin. Est-ce que ça serait une option? Oui, tout à fait. Ça te va, Serge? Oui, ça me va. En fait, juste pour dire qu'on aura besoin du login à travers la personne qui avait créé le lien Mentimeter. Donc, c'est avec ça qu'on va avoir les réponses. Donc, on peut visualiser les réponses après. Comment je peux dire ça? Oui, on peut visualiser les réponses un peu plus tard dans le webinaire. Exactement, on va faire comme ça. Donc, Ok, je vous mets le lien que j'ai réussi à retrouver. Voilà, il est là, avec les réponses. Parfait, merci. Et je suis navrée avec la connexion, ça ralentit. Tu vois, Serge?
Oui, je vois, ok, merci. On a pas mal de réponses, de points à améliorer euh, par rapport à ça. Il y a des gens qui n'ont pas utilisé. Il y a de mettre l'accent sur les actions en faveur de la vulnérabilité des jeunes filles, la prise en charge des enfants victimes de violences ou d'abus, et les points à améliorer et l'adaptation du guide au contexte et le rendre plus souple. Serait souhaitable d'avoir plus de conseils sur la mesure sécuritaire, les mesures sécuritaires à prendre en compte. Oui, on a déjà là pas mal de réponses et de suggestions assez intéressantes que je pense qu'on pourrait faire le feedback, etc., pour prendre en compte toute cette question de contextualisation et un peu améliorer quand je peux dire, la qualité du guide et le rendre, je dirais, plus facile et plus accessible par rapport à tout le monde. Merci de vos réponses. Ouais, on a à peu près 6 personnes qui ont répondu. Je pense qu'on a un peu plus de gens dans le webinaire. Où sont les autres? Oui, on est 26. Après, Alison, si tu vois en bas de la page, il y a une petite flèche. Si on peut aller au diapo suivant. En bas de la page de Menti. Ouais, voilà. Donc là, c'est l'autre question qui est ouais, ça, c'est la deuxième question qu'on avait sur le lien Menti. En fait, une fois que vous aurez soumis votre réponse, normalement, vous devriez voir automatiquement la deuxième question. Et quand vous répondez à la deuxième question, nous autres, on va voir nous autres, on devait voir vos réponses pour la deuxième question. J'ai l'impression qu'on a un petit souci. Ouais, on a le lien vu qu'on n'est pas... En fait, normalement, j'ai l'impression que les participants sont restés sur le premier diapo. Bon, de toute façon, la deuxième question, vous le voyez sur l'écran. Sur l'écran, c'était un peu sur, selon vous, comment est-ce que... Ouais, c'était comment la réponse à COVID-19 a-t-il amélioré la coordination? Quels ont été les défis? Donc, vous pouvez juste répondre dans le chat box, comme ça, on pourra après compiler les réponses par rapport à cette question. J'ai l'impression qu'on a juste des petits soucis par rapport avec le lien Menti. Et sur les 26 personnes, peut-être qu'on aura un peu plus de réponses cette fois. Oui. Serge? Allô, Serge? Oui, dis-moi. Oui, c'est la question même que je ne comprends pas. Comment la réponse à COVID-19 a-t-elle amélioré la coordination? De quelle coordination il s'agit? En fait, on parle de un peu coordination au niveau, si vous travaillez dans un pays, il y a déjà des systèmes de coordination, soit cluster, groupe de travail, etc., qui existaient déjà. Mais avec COVID, il y a eu une sorte de, je dirais, renforcement. Avec COVID, pour la réponse COVID, on a mis pas mal d'accents et pas mal d'actions ont été faites en termes de coordination. Donc, ce qu'on voudrait essayer de capter ici, est-ce que la réponse COVID, de manière générale, a permis, je dirais, une sorte d'amélioration ou quelque chose par rapport à la coordination qui existait déjà dans le pays? Bon, à mon avis, ce n'est pas assez clair quand même. La coordination par rapport à la réponse à donner à COVID ou la coordination
par rapport à l'organisation du travail, par exemple autour du cluster? En fait, je ne sais pas si dans tous les pays, si c'est séparé. Par exemple, du genre, on dit que ça, c'est coordination COVID et ça, c'est coordination cluster. Comme j'ai dit, avec COVID, avec la réponse, on a mis pas mal d'accent sur la coordination, de dire que le besoin de, comme je peux dire, d'améliorer la coordination, de mettre tout le monde autour de la table, etc., c'était plus que nécessaire pour, je veux dire, répondre à la menace COVID. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un élan en plus de ce qui existait déjà dans le pays? Je ne sais pas si c'est compréhensible pour les autres. OK. Par exemple, dans tous les pays, on a eu réponse COVID. On a essayé, par exemple, pour faire tout ce qui est éducation à distance. Donc, il y a eu la coordination entre les différents partenaires, qui fait quoi où. Et en fait, il y a eu comme une sorte de schéma d'urgence qui a été recréé autour de la réponse COVID. Donc, c'est ça, on demande, est-ce qu'avec COVID, vous avez senti qu'il y a eu une sorte d'élan en plus par rapport à ce qui existait auparavant, que ce soit au niveau des groupes de travail ou au niveau des clusters pour les pays dans lesquels il existe encore le cluster. Je ne sais pas si c'est plus compréhensible maintenant l'explication. Je pense que c'est bien, Serge. Je propose qu'on demande aux participants de réfléchir et de mettre leurs réponses dans le chat, comme le Mentimeter ne fonctionne pas. Et puis qu'on continue, et puis les participants peuvent mettre leurs réponses au fur et à mesure. Est-ce que tu es d'accord? Oui, ça marche pour moi. Je pense que ça va. On peut mettre les réponses dans le chat box. Je vais essayer de monitorer un moment. Et comme ça, après, on pourra essayer de les prendre en considération. Ouais, je vois, il y a une réponse de Pamissi, qui a dit qu'il y a eu une multiplication des réunions et partage des outils réguliers qui ont aidé à améliorer la coordination. Donc, ouais, merci pour cette réponse. S'il y a d'autres personnes qui voudraient ajouter, merci de le faire dans le chat. Et après, on pourra, je pense qu'on peut... OK. Maintenant, on Merci, passe la Alicia. parole Donc, à Daouda. on continue à mettre les réponses dans le chat, on passe la parole. Ouais, vas-y. Daouda Diarra qui va prendre le relais. Merci. Merci tout le monde. Nous allons souhaiter la bienvenue à tous les participants en leur adressant nos chaleureux remerciements d'avoir pris le temps d'être présents à cette tribune d'échange et de partage. Nous sommes heureux, très heureux d'ailleurs de vous compter parmi nous. Et donc, pour marquer l'an 1 d'utilisation du guide Safe Back to School, ou retour sécurisé à l'école dans un contexte de pandémie sans précédent, nous avons fait appel à des personnalités, chacune représentant sa structure, pour parler des expériences d'utilisation du guide. À tour de rôle, nos intervenants prendront la parole. Et pendant ce temps, nous vous invitons à préparer vos questions au fur et à mesure pour les poser plus tard. C'est-à-dire, nous avons un timing consacré aux questions-réponses. Et donc, nos intervenants sont M. Mamadou Keïta, directeur national de l'enseignement fondamental au Mali, M. Daouda Fankele Koulibaly, spécialiste de la petite enfance au compte de plan international Mali, M. Honoré Kabamba, référent technique éducation à Save Children Mali, Mme Sangaré Adama Sidibé, chargée de suivi et évaluation à l'ONG RACS, qui signifie Réseau d'appui et de conseils, une ONG nationale qui œuvre au Mali, et M. Père Paul Martin Loukoussa, représentant national des actions et interventions pour le développement et l'encadrement social en RDC. Donc, avec les changements intervenus, c'est plutôt Patrick Likele de l'UNICEF Mali, qui est en même temps coordinateur cluster éducation au Mali, et Daouda Koulibaly, qui vont avoir la charge de présenter les parties réservées au ministère de l'Éducation nationale du Mali et des Save Children. Alors, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à M. Patrick Likele pour partager ce que M. Mamadou Keïta avait à adresser à l'audience. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la parole. Bon après-midi ou bonjour à tous les collègues qui sont en ligne. Voilà.
Comme vous m'avez donné la parole, je vais directement présenter notre structure de présentation. Est-ce que, Alison, tu peux projeter? C'est bon? Pas encore. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, Je pense que la présentation de Daouda est encore affichée. Il faut peut-être déconnecter avant de projeter les suivantes, je pense. Alison, ton écran, c'est toujours Mentimeter, donc il faudrait que tu retournes dans la barre du PowerPoint. Bon, dans l'entretemps, je vais quand même commencer à parler en attendant la présentation. Nous, au niveau du Mali, nous avons travaillé ensemble en tant que groupe pays pour pouvoir préparer notre présentation. Et notre présentation va se focaliser sur le retour, en tout cas, de la contextualisation du guide et de sa mise en œuvre. Et deuxièmement, nous allons passer aux différentes présentations spécifiques sur les expériences de mise en œuvre par partenaire. Donc, comme mon prédécesseur l'a si bien annoncé, donc on va commencer par plan international, suivi par celle de Turin et enfin l'ONG RAC. Et moi, je vais prendre le plaisir de vous présenter un peu la structure générale et la mise en œuvre au niveau pays. Ce slide, s'il vous plaît. Voilà. Comme vous le voyez en tête, il y a la présentation générale du processus même de contextualisation et de sa mise en œuvre au niveau du Mali que je vais vous présenter tout de suite. Donc, dès l'entrée de jeu, lorsque le guide interagence a été partagé, au niveau du Mali, nous avions tout de suite mis en place une task force pour pouvoir travailler ensemble pour contextualiser le guide et essayer de déterminer les lignes directrices pour sa mise en œuvre. Et ce travail-là a été fait en collaboration, donc, par le ministère, en collaboration avec le cluster éducation et les groupes de dialogue d'éducation, formation professionnelle. Donc, c'est ça qu'on appelle communément le GLPE. Donc, à la suite de ce travail-là, on a procédé à la révision du draft par les pairs au sein des groupes WASH et protection sociale. Si je peux dire quelques petits mots sur ce sujet. Par exemple, au niveau du Mali, il y avait vraiment, comme partout, il y avait un besoin en dispositif de lavage des mains, en eau au niveau des écoles. Et on a travaillé ensemble avec le cluster WASH pour pouvoir adapter même la composition des kits WASH au niveau des écoles parce qu'il y avait aussi problème des ressources. Donc, on a dû adapter la composition des kits WASH qu'on a distribué tout de suite à tous les partenaires pour pouvoir les aider à mettre en œuvre des activités sur le terrain. Nous avons procédé à la validation du guide contextualisé au niveau du Mali. Et pour votre information, l'UNESCO et les clusters d'éducation étaient désignés comme le point focal pour pouvoir faire ce travail-là et proposer un premier draft à tous les collègues. Et après, ça a suivi de séances de discussion, d'échanges pour pouvoir fixer certaines lignes directrices par rapport au guide. Et enfin, nous avons mis à disposition des imprimés, donc du guide au niveau, les versions numériques au niveau des académies. Et les académies à l'air tout ont produit, imprimé en même temps ces guides-là pour mettre à la disposition des responsables d'école et des enseignants.
Après, les différents partenaires ont contribué aussi à cet exercice en imprimant 8500 exemplaires de guides de réouverture des écoles dans le contexte Covid, avec l'appui de l'UNESCO, de Plan International, de l'UNICEF, de Save the Children et des DICO. Donc, il y a lieu de signaler que le nombre de 8500, ce n'est pas vraiment ça qui a été distribué, ça a été au-delà. Donc, on n'a pas pu collecter toutes les informations des partenaires avant cette présentation. Donc, il y a eu vraiment un engouement des partenaires pour accompagner les ministères dans cette dynamique de réouverture des écoles dans des conditions sûres et sécurisées. Après, la Direction nationale de l'éducation, de l'enseignement fondamental a distribué à toutes les académies les imprimés que les partenaires ont mis à leur disposition. Slide. Encore. Alison, tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà. Moi, j'avance, oui. Voilà. Ça prend un Voilà, temps. OK. Voilà, au niveau de l'adaptation et contextualisation du protocole, ah non. Apparemment, tu as... Voilà. Au niveau de la datation et contextualisation du protocole, en collaboration avec le cluster WASH, j'ai déjà dit ça tantôt, on a procédé à la révision de la composition des kits standards WASH ordinaires pour essayer d'adapter au contexte de COVID et essayer de servir le maximum d'écoles pour permettre la réouverture. Et il y a aussi le développement des modules de formation différenciés en tenant compte de l'âge des élèves. Voilà, là, c'est vraiment une spécificité que moi, je voulais relever. Je vais relever d'ailleurs au nom du ministère de l'Éducation. Donc, il y a eu un travail au niveau du corps inspectoral qui a dû travailler sur le guide que nous avons travaillé en amont. Et ils ont adapté les guides aux différents âges des enfants. Et les enseignants ont été formés pour pouvoir prendre des dispositions en tenant compte véritablement de cette différence entre les âges. Et cela commence par les messages et les pratiques de distanciation au niveau des classes même. Voilà. Slide, s'il vous plaît. Voilà, encore. Oui, OK. Nous avons aussi essayé d'identifier quelques points d'impact et défis de la COVID sur le système éducatif. Alors, le premier, le système éducatif malien, déjà affecté par les ruptures causées par les mouvements de grève des enseignants depuis l'année antérieure, a été arrêté durant 7 mois, avec comme conséquence la difficulté de déroulement de l'intégralité du programme scolaire, quant en ce qui concerne l'année scolaire 2019-2020. Donc, l'année scolaire 2019-2020 a été vraiment une année de tous les défis pour pouvoir compléter le programme. Donc, il y a eu même une prolongation après la réouverture au mois de juin. Le ministère avait autorisé la reprise des enfants des degrés terminaux, donc des classes terminales, pour leur permettre de préparer les examens et de passer les examens. Ensuite est intervenue la reprise de tous les niveaux à partir du mois de septembre. Donc, l'année a dû être un peu plus longue que d'habitude pour pouvoir essayer, ne serait-ce que de terminer les branches principales. Et cela a des conséquences, justement. On a connu la réduction du temps d'apprentissage et comme conséquence aussi, corollaire, c'est la non-acquisition des compétences de base par les élèves. Slide. Voilà.
OK, voilà un peu ce que nous avions prévu sur le plan général dans les contextes de COVID. Comment est-ce que le guide a été contextualisé, comment est-ce que les différentes actions ont été menées de commun accord avec le ministère et les partenaires. Et voilà, maintenant, nous allons passer aux expériences de certains partenaires qui ont été identifiés, notamment plan international qui va commencer. Ensuite, Save the Children et à la fin, ce sera le tour d'Irak et nous nous remettrons volontiers à vos questions s'il y en a. Merci. Daouda, à toi. Merci, merci Patrick. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Voilà, comme annoncé dans l'agenda par Patrick, en plus du ministère, il y a des ONG qui ont aussi accompagné le processus, dont Plan qui a voulu partager son expérience au cours de ce webinaire. Et voilà un peu structuré comment est-ce que nous, on a appréhendé le guide et essayé de le partager. D'abord, on a procédé à une orientation du staff, des projets, programmes d'éducation qui étaient déjà en cours sur les objectifs du guide. Cela a été un préalable pour qu'enfin, eux aussi, ils peuvent révéler et suivre le processus. Donc, il y a eu aussi l'orientation des membres des CGS sur leur contribution dans l'application du guide au sein de l'école. Les CGS, c'est les comités de gestion scolaire. C'est eux qui sont chargés de la fonctionnalité et de l'administration au niveau communautaire des écoles. On a également fait on a organisé des séances d'échange et d'approbation du contenu du guide. Cela a été fait au niveau communautaire. Il fallait amener les comités de gestion scolaire et les leaders communautaires, notamment les chefs religieux, les chefs coutumiers, et les chefs traditionnels qui ont la charge de la communication, à comprendre et à pouvoir échanger sur le guide, le contenu du guide. Et ça a été soutenu par une formation de ceci également, un appui psychosocial dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Diapo. Alison, on peut avoir. Voilà. Donc, voilà, il y a eu un volet communication, un volet sécurisation de l'espace scolaire comme indiqué dans les guides. Donc, il y a eu vraiment des actions de sensibilisation et de mobilisation communautaire sur les mesures préventives au sein des écoles et environnements éducatifs. Donc, c'est vraiment une campagne de sensibilisation qui a été soutenue par plusieurs activités, des émissions radiophoniques, l'affichage d'affiches de sensibilisation et aussi la formation du personnel enseignant et des membres des CGS sur les mesures préventives également. Parce qu'à tous les niveaux, c'est eux qui sont les leaders qui sont chargés de relayer ces informations auprès des communautés. Afin aussi de sécuriser l'espace scolaire, donc on a mis en place un dispositif de prévention par les mesures de distanciation et le suivi du mécanisme. Vraiment, ça a été l'une des conditions afin d'assurer un environnement sécurisé à la réouverture des classes, que les mesures de distanciation soient respectées. Il y avait des mesures d'accompagnement à cela. On a donné des kits WASH aux écoles. C'est vraiment un kit qui a été défini par le cluster, le contenu. Il y a aussi des kits d'hygiène pour les filles vulnérables parce qu'on s'est dit que pendant la période de fermeture, il y a déjà plusieurs heures d'apprentissage qui ont été absentées. Et donc aussi à cela, on ajoute la gestion des cycles menstruels. Pour les filles, ça allait être trop. Donc il fallait penser à ça. Il y a eu aussi des kits scolaires, des kits pédagogiques à la réouverture parce que les familles et les communautés les pouvoirs d'achat ont été sérieusement affectés par la crise. Le marché local, plein d'autres étaient fermés, donc il fallait soutenir les familles.
On a aussi procédé au contrôle physique des enfants à l'ouverture, voir qui est-ce que sont absents et essayer de faire le lien avec la pandémie. Est-ce que si cela a causé le départ à l'exode, si cela a causé le mariage précoce de certaines filles. Donc, on a voulu faire ce lien et puis essayer de rattraper les enfants qu'on pouvait rattraper. OK. Slide suivant. Voilà, donc les 2 slides précédentes, c'était la présentation de l'espérance de plan international Mali. Honoré, n'ayant pas pu se connecter, je vais me charger également de présenter pour Save the Children. Voilà, également aussi au niveau des chefs de Children en termes de communication, les actions se regroupent, vous allez le constater. Ils ont mis en place un comité multisectoriel au niveau de Save the Children même pour l'adaptation et la validation des messages clés sur la COVID. L'objectif, c'est de relayer ces messages, de partager ces messages auprès des communautés qu'ils aussi, dont les leaders se chargeront de renforcer les communautés. Et il y a organisation des sessions de sensibilisation de proximité sur le module de transmission et les mesures préventives contre la maladie. Et ça aussi, ça a été conduit par les membres du comité de gestion scolaire. Comme je disais tantôt, c'est l'organe communautaire en charge de l'école et aussi les agents de développement communautaire qui sont des conseillers au niveau des villages utilisés par Save the Children. Ils ont aussi distribué des affiches de sensibilisation dans les écoles et aussi au niveau des centres SSAP. Et la SSAP, c'est vraiment une stratégie de scolarisation accélérée passerelle ici. C'est une alternative éducative qu'on utilise pour récupérer les enfants déscolarisés précocement et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et dont l'âge n'excède pas les 12 ans. Voilà, et ils ont accordé un appui financier au ministère pour la réalisation et la diffusion des vidéos sur les mesures préventives sur la chaîne nationale et aussi sur une chaîne privée qui est bien suivie au Mali ici. En termes de sécurisation de l'espace scolaire, il y a eu la formation et l'orientation des enseignants et directeurs des écoles sur le guide pour la réouverture. Ils ont donné des kits rouges. Malheureusement, on n'ont pas pu quand même donner le nombre. Mais en tout cas, c'est 2563 écoles qui ont bénéficié de ça. Et puis, centre SSAP et CDP aussi. Le CDP, c'est le centre de développement de la petite enfance. C'est que dans le milieu urbain, on peut appeler les jardins d'enfants. Voilà, il y a d'autres donations en termes d'équipement de prévention comme les masques au nombre de 34 560 pour enseignants et élèves et également des gels hydroalcooliques au nombre de 12 562 pour les écoles, les centres SSAP et les CDPE. Voilà, il y a eu une sensibilisation des enseignants et directeurs sur le respect de la distanciation dans les salles de classe. Slide suivant. Alison, s'il vous plaît. Alison, voilà, merci. Voilà, vous voyez qu'en termes de prévention, c'est vraiment la formation des enseignants en santé mentale et soutien psychosocial afin d'appuyer les enfants des familles et enseignants affectés ou infectés par la COVID. Voilà, il fallait ce renforcement de capacité pour que néanmoins, quand les enseignants doivent tenir la continuité pédagogique, qu'ils soient en mesure de soutenir des pairs et qu'ils soient aussi en mesure de soutenir les enfants et les familles. Voilà, il y a eu dans le cadre de la continuité un accord de partenariat avec le ministère à travers sa direction nationale, dont M. Keita n'a pas pu nous joindre pour des raisons techniques, à la production de ressources pédagogiques 660 et leur diffusion sur la radio et télévision. En fait, il y a eu des émissions
pédagogiques sur des matières essentielles au niveau de la chaîne nationale et de la radio. Et maintenant, se rendant compte de l'inaccessibilité des sports à l'intérieur, il y a eu des sports pédagogiques en copie dure qui ont été imprimés et puis qui ont été diffusés à l'intérieur. Le dispositif de suivi, voilà, c'était vraiment organisé à l'échelle de chaque projet et de chaque CAP. Le CAP, c'est le centre d'animation pédagogique, c'est la structure décentralisée la plus proche des écoles qui assure le volet de suivi au quotidien de renforcement continu du personnel enseignant. Voilà, il y a la tenue mensuelle de la réunion de Task Force, campagne Back to School. Au niveau de CIV, ils avaient mis sur place une Task Force. Et cette équipe se réunissait mensuellement pour évaluer et puis donner des orientations aux équipes qui sont sur le terrain. Diapo. Voilà, c'était là la présentation de plan international et de Save the Children. Je me permets de donner la parole à Madame Sangaré, qui va faire la présentation avec Arak, mais je vous informe qu'il y a une petite insuffisance, donc elle va directement intégrer les points qui ont échappé à notre concentration. Merci, Madame Sangaré. Dauda Diarra, si tu me le permets. Oui. Merci, Dauda. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais directement continuer avec les actions que l'ONG Réseau d'appui de Poissy a eu à mener pour la réouverture des centres et des écoles d'accueil. Donc, premièrement, nous avons procédé à l'information et à la communication. Donc, pour cela, il y a eu des renforcements de capacité et de communication avec les membres des comités de gestion scolaire, les leaders communautaires et le personnel enseignant sur les mesures barrières, les signes de COVID-19 et puis sur les techniques de lavage des mains. Donc, il y a eu des formations à ce niveau. Ensuite, nous avons procédé à l'affichage et à la distribution des affiches, dont 2611 affiches de sensibilisation sur les mesures préventives au niveau des écoles d'accueil, les académies d'enseignement, les CAP, les centres d'animation pédagogique, dans les centres SSA et les centres Alpha dont nous travaillons avec. Ensuite, nous avons procédé à la diffusion de messages et de spots de sensibilisation sur les radios locales. Bon. En ce qui concerne la sécurisation de l'espace scolaire, il y a eu la dotation du kit wash. Nous avons confectionné et distribué 1022 kits de lave-mains, 542 cartons de savon et d'eau de javel que nous avons distribués dans les académies, les CAP et puis les centres SSA et dans les écoles d'accueil. Donc, il y a pour le respect de la distanciation dans les centres et dans les centres SSA et les centres Alpha, l'ONG a confectionné 5 tables supplémentaires. Donc, on a ajouté 5 tables dans chaque centre pour pouvoir respecter la distance dans les centres. Ensuite, il y a eu la distribution de masques lavables. Nous avons confectionné et distribué 10 578 masques lavables au personnel enseignant, aux animateurs et les apprenants des centres. Ensuite, il y a la sensibilisation des élèves au niveau des écoles d'accueil et le porte-en-porte qui a été mené dans les villages qui abritent les centres SSA. Donc, et il y a également la distribution au niveau des écoles et des centres d'apprentissage de 20 000 kits scolaires et 800 matériels pédagogiques avec des suppléments en petits matériels comme les crayons, la gomme et les tailles-crayons. C'est pour permettre aux apprenants, c'est-à-dire ces centres-là, de ne pas partager les effets qui sont source de propagation de la maladie. Donc, pour éviter cela, nous avons procédé à la distribution de ces petits matériels-là aux apprenants pour que chacun puisse travailler avec ses affaires. Okay. Diapo.
Oui, le suivant, s'il vous plaît. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, et en ce qui concerne le dispositif de renforcement du volet protection et des réseaux de protection communautaire, c'est à ce niveau qu'il y a eu une omission. Donc, il y a eu une répétition à ce niveau. Mais quand même, comme Daoula l'a si bien dit, je vais procéder à la lecture oralement de cette partie. Donc, pour le volet protection, nous avons organisé des campagnes radio. Donc, ces campagnes ont porté sur l'importance de l'éducation, l'importance de la scolarisation et plus particulièrement celle des filles et à la prévention des violences et des mariages d'enfants. Parce qu'avec la fermeture des écoles, il fallait garder le contact avec la communauté car c'est les filles, quand elles ne vont pas à l'école, elles sont exposées au mariage précoce. Donc, c'est pour éviter ça, pour préparer leur retour à l'école que nous avons continué avec des sessions de sensibilisation, surtout à la radio. Donc, il y a l'appui psychosocial aux enfants vulnérables ou victimes d'autres violences. Donc, nous avons également doté les filles et les familles vulnérables en kit d'hygiène et kit alimentaire. Donc, et en dernière position, il y a le renforcement de la réponse communautaire à travers la mise en place et le renforcement d'espaces d'écoute, d'appui et de détection des cas de violences physiques et sexuelles, dénommés les points d'écoute enfants et jeunes. Donc, nous avons mis en place des points d'écoute enfants et jeunes et avec l'avènement du COVID-19, nous avons procédé au renforcement de ces points d'écoute-là et veiller à leur fonctionnalité. Donc, ce sont ces actions que nous avons eu à mener au niveau de l'ONG RAC. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je pense que pour le Mali, nous avons terminé et nous vous remercions pour votre attention. Et s'il y a des questions, nous sommes là pour donner les éléments de réponse. Merci. À vous. Oui, merci. Merci à l'équipe du Mali pour les présentations bien riches en pratiques expérimentales et ou de consolidation. À présent, nous donnons la parole au Père Paul Martin pour parler de l'application faite du guide en RDC et plus précisément dans les localités couvertes par RDC Aide. Monsieur Paul, vous avez la parole. OK, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Voilà, je vais vous présenter un peu en bref l'ONG AIDS. AIDS, c'est-à-dire, en bref, AIDS, c'est-à-dire action et intervention pour le développement et l'encadrement social. Voilà, et nous vous présentons la carte de la République démocratique du Congo avec ses 26 provinces. Ici, nous vous présentons, c'était la dotation de kits COVID, où on donne même les balais, il y a les seaux pour le lavage de main, le dispositif de lavage de main, il y a de gants, il y a de serviettes pour nettoyer les bancs, et il y a les cache-nez qui ne se voient pas quelque part là, que l'ONG a pu doter aux écoles, et il y a du savon, il y a les liquides solution d'alcool éthylique, et il y a l'eau de javel, et il y a aussi le lot, bon, j'ai déjà dit, le lot de des cache-nez et lavables. Brève présentation de AIDS. En soi, AIDS est une organisation non gouvernementale et de développement des droits congolais, créée les 31 mars 1998.
L'ONG AIDS intervient dans l'éducation, dans les roches, dans la santé, la construction des infrastructures communautaires, scolaires et sanitaires, construction des abris d'urgence et des abris transitionnels. Et nous intervenons aussi dans les aménagements et gestion de camps de réfugiés, de déplacés, retournés et les centres de transit. Ça, c'est ce que là où nous sommes en train d'intervenir. Maintenant, AIDS est au niveau de cluster éducation nationale dans notre pays. Et il a commencé dès le début, depuis qu'on avait activé le cluster éducation dans notre pays. Et AIDS a été parmi le premier ONG qui venait et qui participait jusqu'à nos jours. Et durant tout ce temps, on a eu aussi l'occasion, à ce qu'AIDES a un certain temps, lorsque UNICEF était en train de chercher à recruter celui qui va s'occuper du cluster, et lorsque Save the Children était en train de chercher celui qui va envoyer dans le pays parce qu'il y avait le deux vides, et l'AIDES avait eu l'occasion de conduire et de travailler seul pour l'encadrement et l'accompagnement du cluster éducation. Et nous avons été élus membres de l'équipe de coordination du cluster éducation en unanimité, ainsi que nous avons été élus aussi en unanimité pour être membres du GEC SAG, d'être de SAG, comité consultatif stratégique du GEC, et dans le comité consultatif stratégique pays pour le cluster éducation. Et ces élections étaient vraiment libres et transparentes, et d'ailleurs c'était par acclamation, vu le travail que AIDS est en train de faire au niveau pays, au niveau national et dans les secteurs de l'éducation surtout, et dans les autres secteurs. OK. Maintenant, on va présenter la couverture du sondage de cluster éducation nationale. Pour les sondages de cluster national, le cluster national, il avait lancé l'appel à tout le monde, il avait envoyé à tout le monde le guide pour demander à tout le monde de l'utiliser et de le lire. Les ONG ont répondu, ceux qui ont répondu positivement qu'ils ont utilisé, il y a ceux qui ont répondu positivement, il y a ceux qui n'ont pas répondu aussi positivement. Et dans notre groupe de cluster éducation nationale, nous sommes à peu près 36 ONG, surtout les ONG nationales, de prédominance ONG nationale. Et sur les 36, il y avait 28 qui avaient répondu au sondage et de retour à l'école à sécurité, et il y avait 28 qui n'avaient pas, pardon, c'est 28 qui ont répondu positivement, et presque c'est le 90% des ONG du cluster. Et il y a d'autres aussi qui n'ont pas répondu parce qu'ils avaient aussi des difficultés, soit des difficultés dans la réception, ou soit ils n'ont pas pu se connecter, ou ils n'ont pas pu avoir le temps pour qu'ils puissent exploiter le manuel ou le guide. Et ce que je viens de vous donner sur le 28, ils sont répartis dans les 6 provinces. Et dans les 6 provinces, vous avez la province d'Ituri, vous avez la province du Kasaï, vous avez le Kasaï central, vous avez Kinshasa, vous avez Congo central, vous avez le nord Kivu, le sud Kivu et le Tanganyika. Voilà, c'est reparti un peu en couverture comme ça. Et ceux qui ont répondu, ce 28, qui est à 90% de ONG, ont quand même donné leurs expériences que nous allons vous présenter.
OK, la réponse était vraiment, vraiment très claire et nous avons posé des questions. Avez-vous reçu le guide sur le retour de l'école en sécurité préparé par le cluster mondial de l'éducation? Vous l'avez mis en pratique? Et qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et quels sont les points forts et les points faibles du guide? Selon le résultat qui était venu, qui nous sont arrivés, la majorité, c'était les ONG locales parce qu'ils sont très nombreux, exactement, et ils avaient répondu au sondage. Il y a 61% qui avaient confirmé d'avoir reçu le guide, contre 39% qui n'ont pas reçu. Comme j'avais dit avant, chez les partenaires ayant reçu le guide, seuls 65% l'ont utilisé dans leur activité de routine, contre 35% qui ont reçu, mais n'ont pas eu le temps de l'utiliser à cause peut-être slash s'il vous plaît. Oui. Et ceux qui ne l'ont pas utilisé, ils étaient butés par des problèmes, les problèmes peut-être d'Internet, les réseaux qui n'étaient pas. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, c'est trop vaste. Il y a des coins où ça arrive facilement, où il y a des coins où ça n'arrive pas, vous trouvez, il n'y a rien. Mais ils ont essayé, ceux qui avaient répondu positivement, et ils ont quand même eu cette occasion. Ou encore, c'était perdu dans d'autres messages, ils ont dit qu'on peut-être envoyés, on n'a pas pu lire parce que c'était beaucoup lorsqu'ils sont allés vers le cyber pour aller consulter, soit il y avait trop de messages, ça s'est dispersé perdu dans le message. Mais dans l'application du guide n'était pas facile comme telle. Certaines écoles n'arrivaient pas à observer la distanciation physique. Pourquoi? Parce que il y a les enfants, bon, les élèves qui sont vraiment dans une salle de classe qui est un peu trop serrée. Il y a l'utilisation des cache-nez, usage unique qui coûte un peu cher. Vous ne trouvez pas quand même les cache-nez à usage unique partout où on est en train de vendre parce que ça coûte un peu dans le banlieue, dans le milieu très reculé. Et quand on recourt au cache-nez lavable, on vous pose aussi les problèmes d'eau. Le problème d'eau, pourquoi? Parce que dans des coins les plus reculés, l'eau se trouve vraiment très loin. Il faut faire des distances pour aller trouver de l'eau. Alors, pour que vous trouvez le cache-nez lavable ou le cache-nez qui coûte cher, qui est à usage unique, ça demandait un peu plus des efforts de l'école et des parents pour qu'ils puissent imposer ou qu'ils puissent suivre de près les enfants. On est en train de se poser, mais qu'est-ce que nous devrons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans certaines écoles, le forage d'eau ou de sources d'eau se trouve encore à distance. Parfois, il n'y a même pas de dispositif pour l'eau simplement comme ça, le fût ou le quoi. Pour l'eau, c'est difficile. Alors, il faut de petits bidons comme ça que les gens peut-être peuvent amener. Alors, tout ça posait tellement de questions, on était en train de se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand même cette distanciation puisse être respectée, pour que les lavages à main puissent être appliqués et pour que le cache-nez puisse être porté. On était en train de penser à ça, croyant que peut-être si on peut aller plus loin, si l'école pouvait, dans la mesure du possible, l'école pouvait commencer à doter par trimestre 1 ou 2 fois le cache-nez lavable, pourra résoudre un peu le problème et qu'on puisse ajouter un peu d'autres bancs, pupitres ou bancs dans des salles de classe qui pourra répondre peut-être à ce que les élèves ne puissent pas être entassés comme ça parce qu'il y a la gratuité chez nous qui puissent être entassés directement parce qu'ils sont venus très nombreux, qui fait que plus ils sont entassés, plus ils ne respectent pas la distanciation et plus le moyen de vie est trop bas, ils n'arrivent pas à tous les jours à mener leur cache-nez et leur soit cache-nez lavable. Slash. OK. Et le point fort, ce qui a été vraiment quelque chose de très bien pour nous tous, a connu les effets positifs auprès des partenaires qui l'ont utilisé et dans leurs activités de routine. Il y avait beaucoup de feedback positifs qui nous ont retourné.
il y a les thématiques et la méthodologie proposées dans le guide qui sont vraiment, vraiment très pertinentes. Là, c'est tout le monde qui, quand ceux qui ont exploité, pas quand même, ils n'ont pas tout terminé, mais la partie qu'ils avaient exploitée, ils nous ont dit que vraiment, c'est trop pertinent et que c'est vraiment très bien et que évaluer l'état de préparation des écoles à la réouverture, c'était vraiment très magnifique parce qu'ils ont suivi ça, ils ont travaillé ça, ils ont compris et ça les a aidés et qu'ils ont même impliqué les autorités locales de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement primaire et secondaire et technique, et connaissent bien les problématiques du Covid parce que nous sommes en train de vivre avec le Covid. Et la Covid, est-ce que nous sommes en train de poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que réellement, parce que nous allons évoluer avec ça, quelles sont les mesures que nous pouvons prendre, quelles sont les mesures que nous pouvons mettre pour que nous tous, nous puissions, et les parents, et les enseignants, et les élèves, tous nous puissions conjuguer le même verbe, trouver les gestes et barrières, qu'est-ce que nous pouvons tous faire? Alors, l'idée était très simple. On avait dit tout simplement, c'est que pour ce problème, parce que nous allons vivre avec la COVID, il faut que tout le monde puisse se mobiliser, que ça commence par le niveau les autorités locales de l'enseignement primaire, secondaire et technique, au niveau communautaire et au niveau des élèves, que tout le monde puisse être un policier de l'autre. De façon que s'il n'en a pas, ou n'a pas de cache-nez, ou il ne se lave pas les mains, quoi ça, que l'autre puisse lui rappeler. Alors, avec des pamphlets, des sensibilisations qu'on est en train de mettre dans le coin de mur de l'école et partout, les élèves portent ça sur les cartables et pour les mesures et barrières qu'il faut respecter. Et ça fait que l'école, il y a certaines écoles qui ont respecté cela et vous avez vu qu'il y a vraiment un bon résultat. Il y a un bon résultat et que le guide les a orientés convenablement comment faire les choses et les a aidés pour qu'ils puissent comprendre et se prendre en charge d'une façon ou d'une autre. Ça, le guide aussi nous a permis à ce qu'il puisse y avoir vraiment cette adaptabilité pour que réellement les choses puissent aller de l'avant et qu'ils puissent arriver à un point, l'adaptabilité des activités par rapport au contexte actuel du COVID. Ce qui veut dire qu'il faut être souple et ils avaient répondu directement en regardant en répondant à la sensibilisation. Ça a été une très bonne chose. Et le guide nous a permis aussi d'améliorer nos interventions sur le terrain. Comment ça nous a amélioré? Parce qu'à l'époque, il y avait un peu la léthargie. Les gens, pour se réunir, c'était tout un problème. Et les gens, pour prendre l'action, c'était tout un problème. Il fallait un peu attendre gauche-droite. Mais avec l'arrivée du COVID, c'est tout le monde qui se sont mobilisés et tout le monde qui se sont mis pour qu'ils puissent répondre directement aux exigences du COVID. Et tout le monde a compris que nous ne pouvons pas croiser les bras, mais nous pouvons nous mettre debout et travailler à l'arrache-pied pour que nous puissions contourner quand même cette maladie qui nous a vraiment fragilisés. Slash. OK. Le point faible, il est vrai que dans le point faible, il ressort les sondages, c'est le problème structurel. Ce qui veut dire, chez nous, il y a ce que je venais de dire il n'y a pas longtemps, que les classes sont pléthoriques. C'est-à-dire que depuis qu'on avait décrété la gratuité, il y a beaucoup des élèves qui étaient restés à la cité, qui sont revenus aux études et les classes vraiment, vraiment, vraiment pléthoriques. Vous pouvez trouver des classes de 120, c'est beaucoup. Vous pouvez trouver les classes de 90, les classes de 100. Tout ça, c'est beaucoup. Maintenant, comme j'ai dit la fois passée et avant, qu'on pouvait ajouter un peu de bancs. Mais on n'a pas encore ajouté. Il y a quelque part où, dans une des écoles, qu'on avait ajouté les bancs et pour que ça puisse un peu laisser un peu de la place pour que les élèves puissent étudier convenablement. J'ai évoqué aussi, plus loin là, le problème des installations hygiéniques. Il n'y en a pas. Il y a des écoles dans le fin fond là, et les installations hygiéniques, il n'y en a pas.
Et c'est pourquoi que parfois ça provoque des maladies diarrhéiques et consorts. Et on appelle à ce que l'école puisse arriver aussi à prendre soin, à construire les installations hygiéniques pour quand même la dignité des élèves. Et il y a le manque de dispositifs de lavage de mains. Pourquoi? Parce que l'eau se trouve très loin. Mais on a pensé à ce qu'on puisse faire une équipe vraiment de surveillance, une équipe pour sensibiliser les autres, qu'au moins par jour, ou 2 ou 3 personnes dans la communauté puissent commencer à amener, sous surveillance des élèves, à amener de l'eau à l'école pour que l'eau ne puisse pas manquer à l'école. Et il y a des formations que le guide a prévues dans le manuel, mais ça n'a pas encore été, on n'a pas donné cette formation. On attendait à ce que réellement qu'on puisse vulgariser et que ça puisse donner. Flash. Flash, s'il vous plaît. Flash. OK. Impact du guide. Et il est vraiment, le guide, il est très bon. Et tous ceux qui ont lu, et ils nous ont dit vraiment d'augmenter aussi d'autres choses d'une façon ou d'une autre, de ce qui peuvent manquer dans le guide, et de regarder aussi surtout sur dans la distribution. Si vous regardez bien dans le guide, il manque un peu de choses qui peuvent nous donner l'élan, de donner l'élan pour que nous puissions se mettre convenablement au travail. Et ça nous donne, il y a tout, mais pas tout comme il faut. Il y a le pays aussi, notre pays, il avait élaboré quelque chose sur le COVID, sur la COVID-19. Mais réellement, le guide nous a donné cette possibilité à ce que nous puissions vraiment comprendre, être orientés dans la mesure considérable pour vivre avec cette pandémie de la COVID-19. Il venait de compléter ce que notre pays avait aussi contribué pour la sensibilisation et pour les mesures barrières que nous devrons prendre d'une façon ou d'une autre. Et que le guide a donné des orientations claires dans les bonnes pratiques. Et ça a permis aussi à ce que nous puissions faire une planification convenable. Et ça nous a aidé aussi beaucoup dans les rédactions du projet du secteur d'éducation. Mais si nous pouvons compléter des petites choses qui restent, ça peut nous aider à ce que le guide puisse être vraiment complet pour que nous puissions vraiment aller et attaquer les choses telles que la cohésion dans le travail, telles que prendre les services au sérieux et de bouger de ces côtés-là et être complémentaires. Comment est-ce que nous pouvons être complémentaires pour que nous puissions lutter tous contre la COVID-19 et comment est-ce que nous pouvons vivre et marcher avec elle. Slash. OK. Et comme recommandation, on a demandé tout simplement à ce que la formation de COVID, que ce soit transversale. Que ce soit transversal, c'est ce que nous demandons, parce que vous retrouvez dans tout ce que nous sommes en train de faire, elle est là, elle est avec nous, nous sommes en train de vivre avec elle. Comme nous sommes en train de vivre avec elle, vraiment, que ce soit transversal, que ce soit intercluster, que ce soit interagence, ça pourrait être une très bonne chose, de façon dans tout ce que nous sommes en train de faire, comme elle est transversale, elle va nous aider à chaque fois de se réveiller. Et que les écoles, dans la mesure du possible, puissent commencer à doter aux élèves les cassinets lavables 1 ou 2 fois par trimestre, comme j'avais dit avant, là, pour permettre à ceux qui n'arrivent pas, où l'eau est très loin, mais ils arrivent à laver quand même de temps à autre, ça va partir vite, ça va se dégrader vite. Mais s'il en a 2 ou il en a 3, ça peut faire que ça ne doit pas quand même se dégrader ou ça ne va pas quand même se dégrader vite et qu'il risque de jeter et de ne rien avoir. Si possible, on a pensé cela,
Les écoles, ce n'est pas le moyen qui peut leur manquer pour qu'elles puissent quand même doter de temps autre ou faire confectionner les cache-nez lavables quelque part et leur donner. Comme a fait l'AIDES, elle a donné les cache-nez aux élèves 3 fois par trimestre. C'est pour les aider à ce qu'ils puissent en avoir plus pour qu'ils puissent aider. Et que nous demandons qu'avec le temps, le point focal COVID des écoles fassent régulièrement le suivi des proximités, des autres mesures barrières qu'on ne respecte pas, et que la plupart où il manque vraiment de kits lave-mains, qu'on puisse quand même faire l'effort pour en avoir et ravitailler l'eau, surtout à l'école. Et maintenant, de faire l'effort aussi pour qu'on puisse lire convenablement et comprendre convenablement, lire la totalité du guide pour le mettre en pratique. Comme ça, peut-être l'année qui va venir, ça sera plus meilleur. Et lorsqu'on va faire encore le sondage, je pense que tout le monde pourra se mettre, à jour avec la totalité de l'exploitation du guide. Flash. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis à votre disposition pour répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, Père Paul Martin, pour nous avoir fait découvrir l'utilisation faite du guide à RDC à travers votre ONG AIDS. Sans perdre du temps, nous entamons les questions et réponses. Et pour poser vos questions, vous avez le choix entre lever la main et prendre le micro pour parler ou écrire dans le chat box. Dans le deux cas, nous vous invitons à indiquer la personne à qui la question est adressée. Et plus nous sommes concis dans nos interventions, plus nous donnons la chance aux autres d'intervenir. Et sachez que vous pouvez continuer à poser des questions même en dehors de ce webinaire en utilisant l'adresse d'Emeline Marchois. Et donc, je vais mettre l'adresse encore une fois de plus dans le chat box. Et je voudrais également ajouter que c'est avec des ovations que nous accueillons le participant qui voudrait bien ouvrir le bal, c'est-à-dire la séance des questions-réponses. Qui voudrait commencer? Alison, je suggère que l'on enlève le partage d'écran pour qu'on puisse mieux voir les participants qui éventuellement lèvent la main. Merci. Oui, bien sûr. Merci. Chers participants, nous sommes à vous. Qui voudrait commencer? Est-ce dire que tout ce qui a été dit est clair? Monsieur Hervé Bachono, vous n'avez rien à dire? Est-ce que dans ce cas, alors il y en a Hassan Koubéré qui a levé la main. Oui, Hassan Koubéré, vous avez la parole. Oh oui, merci de me donner la parole. Merci aux panélistes, merci aux différentes communications. J'ai été énormément édifié par... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord, d'accord. J'ai été suffisamment édifié et pour cela, je voulais vraiment vous remercier pour ce temps et pour ce travail qui a été abattu. Alors, ma question pourrait s'adresser à tous les intervenants, mais en particulier à celui de AIDS, si je ne me trompe, le dernier à intervenir, qui a beaucoup parlé de cache-nez qui ont été distribués, cache-nez qui ont été approvisionnés, cache-nez. Alors, quelle a été la difficulté ou comment est-ce que le port du cache-nez a été pratiqué concrètement, notamment Hassan, vous êtes encore là? Je pense qu'on a perdu Hassan. On n'a pas entendu la fin de la question. Peut-être que sans avoir la fin de la question, le père Paul Martin peut nous dire ce qui s'est passé si les enseignants ou si les apprenants n'avaient pas de cache-nez, n'avaient pas de masque, ou comment cela a été géré.
le manque de cache-nez. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je peux répondre s'il est en ligne, peut-être il est coupé. Mais s'il est en ligne, c'est si vous m'attendez réellement. Si on a parlé des problèmes de cache-nez, parce qu'il y a des écoles qui se trouvent très loin de points d'eau, très, très loin. Et avec les cache-nez à usage unique, vu le coût de l'achat de cache-nez à usage unique, ça ne permet pas à ce qu'on puisse qu'ils puissent commencer à acheter ça chaque jour. Prenons chez nous en Afrique, il y a des familles qui ont 6 élèves, 7 élèves à l'école. Et acheter les cache-nez usage unique pour chaque jour pour ces 7 élèves ou 7 enfants ou 6 enfants, 5 enfants, ça va lui coûter un peu cher. Alors, on a préféré à ce que ça puisse être les cache-nez lavables. Et les cache-nez lavables, vu qu'il y a aussi le problème d'eau qui s'oppose à l'école et que ça se trouve trop loin, si l'enfant, il en a même 3 ou 4, ça va permettre à ce que ça puisse prendre du temps, ça fait que ça va durer. Or, s'il n'a que celui-là, le seul qu'il aura, il va commencer à le laver chaque jour, jusqu'à ce que ça va se dégrader vite. C'est pourquoi que nous avons proposé, si on pourrait commencer à doter 2 ou 3 cache-nez par trimestre à l'école, ou comme AIDS l'avait fait, il a donné 3 par trimestre, ça fait que tous les élèves, vous les retrouvez avec les cache-nez. Mais si vous mettez à leur place que dans une famille où ils sont 2, 4, 5, 6 et ils n'ont pas le moyen d'avoir ce cache-nez lavable ou le cache-nez usage unique, ils ne vont pas le porter. C'est là où nous avons demandé faire le plaidoyer, même pour que l'école aussi puisse commencer à doter, comme l'AIDES l'a fait. Merci beaucoup si j'ai répondu à la question. Merci. Donc, c'est un problème d'accès économique et un problème d'accès à l'eau qui fait que ça freine l'utilisation et ça pose des complications. On a une question de Théodore Bellem. Oui, Théodore, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci. Bonjour les panélistes et bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, allez-y. Ma question s'adresse toujours à Père de RDC. Le Père vient de nous faire comprendre que voilà, le guide qui a été exploité, le temps n'était pas vraiment suffisant et que même ceux qui l'ont eu n'ont pas exploité le guide dans sa totalité. Moi, j'aimerais vraiment savoir, le travail qui a été déjà abattu par le 28 qui l'ont exploité, est-ce qu'ils pensent que c'est un travail vraiment formidable? Et si ce temps, ils ont eu quand même le peu, même si il faut le faire savoir comme quoi ils n'ont pas eu suffisamment de temps et qu'ils n'ont pas exploité le guide dans sa totalité, mais le résultat qui ressort de ce qu'ils ont pu faire, pour moi, je l'apprécie. Est-ce que lui, il pense que s'ils arrivent à exploiter convenablement le guide, il fera encore plus que ce qu'ils ont fait? Ok, je peux répondre? Allez-y. Ok, merci beaucoup de la question. En tout cas, si le 28 arrive à exploiter à totalité le guide, je pense que ça sera vraiment du merveille. Ils vont vraiment mieux travailler parce que les niveaux où ils sont arrivés, ils ont montré leur capacité, ils ont montré qu'ils sont capables de faire mieux. Et maintenant, s'ils ont tout le temps de le faire, de l'exploiter convenablement, en tout cas, ils peuvent aller au 100%. Parce que ce que nous sommes en train de souhaiter, c'est aller au 100% de l'exploitation du guide pour que réellement, ça puisse donner ses fruits. Mais je n'ai pas dit que c'est rien à ce qu'ils ont fait, non. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très meilleur et très bien. Mais il faut encore aller plus, faire encore plus pour que réellement, que l'impact soit partout. Que l'impact soit partout. Que ça soit plus diffusé. Merci à vous, Paul Martin, et merci à Théodore Bellem pour la question.
En fait, il y a sûrement des parties qui n'ont pas été exploitées parce qu'elles n'étaient peut-être pas pertinentes au contexte ou parce qu'elles étaient déjà traitées par ailleurs de façon routinière. C'est possible aussi dans certaines situations. Mais après, c'est vrai qu'il y a les facteurs économiques pour mettre les choses en place. Et puis, il y a le facteur temps aussi. Dans la barre de chat, on a une question de... Alors, je suis désolée, je n'ai pas le nom en entier. Joseph Togo. De Joseph Togo, qui nous demande comment les enseignants, qui sont les acteurs principaux, ont accueilli ce guide. La question s'adresse à tous les présentateurs. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Allez-y, voilà, Daouda. je me permets de répondre. Comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Ils l'ont bien accueilli parce que déjà, il s'est posé des questions quand on a décidé d'aller à la réouverture des écoles. Comment est-ce qu'on allait sécuriser l'environnement scolaire? C'était vraiment l'inquiétude. Comment est-ce qu'on va amener les enfants à respecter le port du masque? Comment est-ce qu'on peut respecter les mesures de distanciation? Parce que ça demandait quand même des réajustements en termes d'équipement et autres. Comment est-ce qu'on peut aussi, eux, les assurer en cas de cas positifs dans les zones? Donc, quand ils ont eu accès au contenu du guide et voir que le guide déjà prend tout ça en compte et que derrière le guide, il y a des ONG à la fois internationales et puis les systèmes des Nations Unies et puis locales qui ont des actions pour soutenir le processus et aussi avec la volonté politique. Donc, vraiment, ça a été très bien accueilli par les enseignants parce que ça les a permis quand même d'assurer la continuité pédagogique, leur rôle d'éducation et se sentir aussi en sécurité avec toutes les mesures d'accompagnement que le guide mettait à notre disposition. Voilà, merci. Merci Daouda, merci Daouda. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question ou des questions? On va prendre une dernière question et puis on passera à la conclusion pour ne pas retarder les personnes qui doivent peut-être prendre la route ou quitter les bureaux. Tout à fait. Je pourrais un peu encore dire un mot sur la question. Sur la question qu'on avait posée, c'est Père Paul. Oui, je voulais encore dire tout simplement comme mon prédécesseur qui a dit, et c'était bien accueilli et que le guide avait permis à ce que ça a répondu aux inquiétudes qu'avaient les gens, qu'avaient les enseignants, qu'avaient aussi les autorités de l'enseignement primaire et secondaire. Comment est-ce que nous devons faire pour remettre les élèves à l'école? Et que le guide est venu renforcer ce qu'eux, ils avaient encore en tête. Le guide les a renforcés encore une fois, parce que quand quelque chose arrive en mai comme ça, on dit que pratiquez-le, parce que ça va aider, ça va résoudre le problème, ça va contourner le problème. C'est tout le monde qui accourt vers cette innovation pour qu'ils puissent prendre et mettre en action. Malgré qu'ils avaient des idées, tel ou tel autre, mais lorsque le guide est arrivé, c'était bien accueilli et c'est pourquoi qu'ils avaient exploité ça avec enthousiasme. Merci beaucoup. Merci, Père Paul Martin. Daouda, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la conclusion? Oh non, je n'ai rien à ajouter. Je voudrais juste vous retourner la parole pour les mots de clôture. Merci. D'accord. Merci, Daouda, pour la modération. Merci aux participants pour leurs questions et leurs commentaires. On est un petit peu en dehors du temps qui nous était imparti, donc je vais essayer de résumer et
de conclure ce webinaire que j'ai trouvé personnellement très intéressant. C'est toujours très intéressant, voire passionnant d'entendre, en fait, d'avoir des retours, des ressources, des publications coécrites ou co-développées par l'INE et les partenaires, et de savoir qu'elles sont réellement utilisées en pratique. Et je voulais saluer en fait vos efforts au niveau de la stratégie d'utilisation et la méthodologie qui était très pertinente et efficace. Tout ça, je n'en avais pas conscience avant d'écouter vos témoignages. Donc, félicitations à vous tous et à vous toutes pour avoir réussi les exercices de contextualisation et puis d'avoir été aussi flexible au niveau de la diffusion, d'avoir pensé à des méthodes variées et diversifiées en fait pour accéder aux acteurs de l'éducation en situation d'urgence qui avaient besoin de ce guide. Vous avez parlé de la radio, vous avez parlé des imprimés. Ce qui est particulièrement admirable, c'est le fait que vous ayez travaillé en collaboration avec le ministère, avec les organisations locales, nationales, internationales, avec le cluster. Il y a eu un gros effort de consultation et de participation communautaire à différents niveaux. Quand je parle de niveau, je ne parle pas de niveau uniquement hiérarchique, mais je parle au niveau local et national au sein des communautés. Vous avez vraiment travaillé avec tous les acteurs de l'éducation en situation d'urgence et c'est vraiment admirable. Je salue également ce bel exemple de travail de coordination interagences à une si grande échelle. On a eu là pour le moment que quelques témoignages, en espérant qu'on en ait d'autres et d'autres pays, d'autres régions également. Et on a pour preuve les données, les statistiques qui ont été partagées au début par Serge, que ce n'est pas seulement dans les milieux francophones que ça a été utilisé. Maintenant, quelle va être la suite de l'utilisation de ce guide? On a noté que ça avait aidé à prendre conscience des défis au niveau psychosocial et de la protection de l'enfance. Quand je dis ça, ce n'est pas le guide, c'est Covid qui a entraîné ça. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour que ça soit peut-être plus développé au sein du guide? Peut-être envisager d'autres stratégies qui abordent ces thématiques et puis prendre en compte certaines recommandations. Donc, notre petit exercice en fait sur Menti n'a pas bien fonctionné. On n'a pas eu de réponse en fait. Donc, je vais lancer une invitation. On ne s'est pas du tout concerté à ce niveau-là avec les collègues qui ont co-organisé cet événement en ligne. Est-ce que pour continuer à travailler avec le guide et pour faire mieux dans son utilisation et dans la pratique, on ne pourrait pas organiser une table ronde et prendre en compte vos recommandations et vos conseils? Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre en contact avec UNESCO? J'ai entendu que UNESCO avait pris en fait le lead par rapport à tout ce qui était contextualisation, c'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'on ne peut pas, donc comme je le mentionnais en début de webinaire, créer un espace dans la communauté de pratique pour en discuter, pour continuer en fait la discussion et après faire les suggestions à l'UNESCO et aux agences qui ont travaillé sur le développement de la première version du guide, étant donné que la situation telle qu'elle est en ce moment est faite pour durer et voilà, c'est la réalité. Il faut pouvoir améliorer les efforts qui ont déjà été fournis. Donc,
je lance cette idée. Vous avez mon email. Je vous avais mis le lien de la communauté de pratique. Je pourrais vous donner des instructions pour comment dire, l'utiliser s'il y a besoin. Et puis, je pense qu'avec je ne veux pas m'avancer et passer comment dire, prendre la parole au nom des collègues de co-organisation du webinaire, mais je pense qu'on pourra avoir un rendez-vous pour faire le suivi, un débrief de ce webinaire et voir quelles pourraient être les prochaines étapes, et puis vous garder dans la boucle pour que vous soyez informés. Donc, j'en parlerai avec les collègues et je tiens très chaleureusement à remercier. Donc, on ne l'a pas beaucoup entendue, mais elle était derrière les diapositives et derrière toute la coordination de ce webinaire, c'est Alison Joyner. On remercie aussi Madame Sangaré, Méline Schwarzberg, Daouda Diarra, Daouda Koulibaly, Honoré Kabamba qui a eu des difficultés de connexion, ainsi que le directeur du ministère de l'Éducation nationale du Mali, Monsieur Keita. Et puis le révérend Père Paul Martin avec son allocution très à propos, Monsieur Patrick Likele et puis Serge D'Alexis pour les présentations, la co-facilitation et puis les informations très riches. Donc, j'espère continuer ce travail. Vous avez mon adresse. L'INE, on est vraiment là pour vous mettre en contact avec d'autres collègues si vous en avez besoin. On travaille en français et ça sera avec moi que vous aurez que vous serez en contact, mais on travaille aussi en anglais, en arabe, en espagnol et en portugais. Et donc, comme je le disais, on a un point focal au Cameroun qui est Monsieur Banabarka, et on a un point focal en Haïti qui est Monsieur Talo Bertrand. Donc, voilà, au plaisir de vous retrouver. On va terminer de cette façon. Je vois que il y a des commentaires positifs et je pense que voilà, il faut rester optimiste. On a des forces humaines et des ressources humaines. Maintenant, il faut se mobiliser pour que ça continue et puis que ça puisse bénéficier aux personnes qui en ont le plus besoin dans les situations les plus en difficulté. Voilà. Alison, si ça te convient, ça sera le mot de la fin. C'est parfait, merci. Emeline et à tous les intervenants, c'était très très bien. Oui. Je me suis très bien amusée, c'était très bien. Et on a je salue le professionnalisme. Oui, on a appris beaucoup, malgré les petits problèmes techniques. Vous en doutez que voilà, malheureusement, ça fait partie du quotidien. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et puis n'hésitez pas à être en contact avec nous, on vous répondra avec plaisir. Et vous retrouverez donc les enregistrements sur le site de l'INE. Et j'apprécie vos retours dans le chat. Merci beaucoup à tous. Bonne continuation. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Okay. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.